Alors nous, on a un parcours, moi je suis en hôpital le jour et centre ambulatoire, donc on a un parcours, on a une première consultation avec des médecins gériatres, donc il y a tout un tas de tests, notamment MMS, Dubois et bref et compagnie. Et derrière, on a un bilan pluriprofessionnel. Neuropsychologue, professeur d'APA, ergothérapeute, l'infirmière, la psychomotricienne, la diététicienne, la pharmacienne. Donc là, il y a un bilan complet qui est fait et une synthèse à la fin de ce bilan où on détecte des risques, mais on en oublie certainement parce qu'on n'a pas non plus la science infuse. Et on propose ensuite un parcours d'éducation thérapeutique où donc, on aborde les 7 thèmes que je vous ai cités tout à l'heure. Et le tout, c'est aussi qu'il y a un échange, c'est groupal, et il y a un échange au sein de ce groupe. Chacun donne aussi ses idées, ses actions, enfin ce qu'il met en place pour partager avec les autres personnes du groupe et voilà, d'adapter aussi le mode de vie de chacun par rapport aux risques qui ont été détectés. Peut-être, ouais. C'est pas mal. Bon, on se retrouve énormément dans nos pratiques. Je vais hocher la tête à chaque fois qu'elle va parler. Je pense que comment on détecte les risques, nous au niveau de la CARSAT, on a en termes de prévention, notre première démarche c'était d'agir en prévention primaire, donc d'être là avant l'arrivée aussi du risque, d'être dans l'anticipation comme ça a été dit tout à l'heure. Donc nous on a en tête nos facteurs de risque qui peuvent être voilà, des points à regarder, mais on va aller vers une population générale. On va cibler un peu tout largement et à l'intérieur de ça, il y a des personnes qui vont se sentir concernées par un risque et c'est à eux aussi de lever la main, de dire tiens, finalement, je me sens concernée par ça, ça me parle. Ça peut être aussi une façon, nous, on n'y aurait pas pensé pour eux, mais eux vont le sentir finalement. Et il faut juste qu'on soit attentif à eux à ce moment-là, quand ils vont nous faire signe. L'avantage de faire des sensibilisations, de diffuser de la connaissance assez largement, c'est aussi de pouvoir... la personne vient à un atelier, par exemple, sur la question je vais dire du sommeil, par exemple, parce que c'est une thématique qui l'intéresse, c'est quelque chose qui l'inquiète un peu, elle trouve qu'elle ne dort pas très bien. Mais nous, à l'intérieur d'un atelier, on va toujours aller parler des autres thématiques. On parlait de la globalité, c'est évident. On va penser la personne dans sa globalité, mais on va aussi penser tous les risques. Et donc, on va également lui dire, mais finalement, est-ce que vous avez conscience que quand on n'est pas reposé, ben évidemment, les risques de chute sont plus importants le lendemain. Et on va comme ça pouvoir déployer 1 heure sur le risque de chute. Et au passage, on pourra diffuser de l'information, etc. Donc, c'est aussi notre façon à nous, en traitant un peu tout le temps tous les sujets ensemble, en faisant les liens nous-mêmes, d'amener les personnes à se questionner sur un risque qu'ils n'avaient peut-être pas perçu. Également, pour ne pas passer à côté, notre fonctionnement au niveau de la CARSAT, Rhône-Alpes, c'est on a un questionnaire d'auto-évaluation. Alors, je l'ai amené là, s'il y en a qui veulent le voir, je vous montrerai tout à l'heure. Il y a 80 questions qui sont posées, donc c'est quand même beaucoup de questions, et donc ça reprend tous les facteurs que je disais tout à l'heure, au niveau de l'alimentation. Est-ce qu'ils sautent des repas, est-ce qu'ils mangent des fruits et légumes, mais on a aussi au niveau du lien social, est-ce qu'ils vont au cinéma, est-ce que voilà, tout c'est très varié, est-ce qu'ils ont chuté dans les 6 derniers mois. Et la personne, quand elle remplit ce questionnaire, eh ben, elle s'auto-questionne. Et donc, il y a peut-être une chance qu'elle ne passe pas à côté d'un risque. Elle se dit, tiens, finalement, c'est vrai que là, je me rends compte que je coche ça. Ah oui, toi, tu as coché quoi? Ah oui, ben oui, moi, j'ai coché souvent quand même. Et ça peut commencer à faire son chemin. Et c'est ainsi qu'on peut peut-être ne pas passer à côté d'une fragilité. Après... je termine. Ce questionnaire, nous, on est là pour l'analyser derrière. Donc, soit, finalement, il y a peu de critères de fragilité apparents. Les modes de vie sont plutôt sains. Voilà, la dynamique est plutôt bonne. On va être dans l'encouragement, parce que ça reste important. Et puis, s'il y a quelque chose, on va basculer sur des entretiens individuels. Donc, on a parlé de bilan pluri. Voilà, nous, on a cet entretien psycho où ensuite, on va orienter la personne. Mais surtout, pendant cet entretien, on va l'aider à se poser des questions sur sa représentation du risque. Et c'est là aussi où encore ça peut permettre de ne pas passer à côté de quelque chose. Parce que nous, on voit la réponse, on se dit « Ah, là, c'est peut-être qu'il faut creuser ». Alors que la personne, elle n'a pas vu la problématique, elle, et on aurait pu passer à côté.
Mais voilà, avec notre regard, avec notre expérience, on va l'accompagner à se poser les questions. Voilà. Si je peux me permettre, avant de passer la parole à Isabelle, ce que j'aime bien dans votre présentation, dans vos réponses à toutes les deux, ce que j'aime bien, en tout cas je trouve particulièrement intéressant, c'est de dire que c'est un vrai travail de partenariat entre la personne et l'accompagnant, et que vous-même vous êtes dans une posture interrogative pour être certain que la personne puisse... personne ne se connaît mieux que soi-même au final, et donc voilà, c'est ça la solution. Que dit la recherche de ce type de questionnement? Voilà une belle question. Ouh, vous portez un lourd poids sur vos épaules. Ouais, j'ai un peu de pression là, d'incarner la recherche comme ça. Ce matin, oui. Surtout que dans 4 ans, je vais aller voir. Putain, je me dis, je suis bientôt dans les seniors. Donc voilà, je vais pouvoir par moi-même éprouver ce que c'est que... Voilà, je reviens juste sur ces questions de... comment on fait pour réduire le risque, avec le fait que vous avez beaucoup insisté sur, déjà, il faut identifier le risque. Et vous montrez bien comment c'est un espèce de travail de dentelle pour identifier avec les gens ce qui peut être à risque. Moi, ça me fait naître deux réflexions au moins. C'est d'une part... il y a des gens pour lesquels, et pas seulement les vieux, pour lesquels en fait, on a des conduites à risque et on le sait, et en fait on continue à boire des coups, on continue à manger trop gras, on continue, voilà, et c'est important pour nous, et donc voilà, on peut avoir à la fois des conduites à risque et on sait qu'il faudrait réduire et on sait qu'il faudrait arrêter de fumer, et en même temps en fait on ne le fait pas, donc, et ça je pense que c'est à tous les âges de la vie. Et puis il y a des risques qu'on ne veut pas voir parce que en fait on n'a pas les moyens de traiter les conséquences de ces risques et leurs effets éventuels. Et je pense que c'est ça aussi un des enjeux vraiment forts au plan professionnel, je pense, de la réduction des risques. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une situation où il y a des risques objectifs, où la personne peut en être consciente. D'une part, qu'est-ce qu'on fait avec des personnes qui disent « je cours le risque », « je prends le risque », est-ce qu'on les laisse en fait prendre ce risque ou pas? Et de ce point de vue-là, mais ce sera probablement une chose qu'on va retravailler, mais c'est la question de comment est-ce qu'on considère les personnes qui sont à risque et du point de vue, là pour le coup, c'est vraiment un point de vue de sociologue des âges. J'y pense parce que mon fils vient de partir à Paris, s'installe tout seul dans un appartement. Je dois dire que je le surveille un peu comme le lait sur le feu. Pour savoir quel risque il prend, je m'inquiète de sa santé et tout ça. Et on trouve ça tout à fait normal, puisqu'il est jeune, qui fait ses premières expériences, etc. Ce n'est pas tout à fait la même chose de le faire avec quelqu'un qui se débrouille plus aussi bien qu'avant dans son appartement. Voilà. Et ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait quand on prévient un risque ou quand on prend en charge un risque, et qu'est-ce que ça fait à la personne du point de vue d'une forme de retour en arrière ou d'une forme d'infantilisation parce que ça peut être perçu comme ça. Et la dernière remarque, c'est que, en fait, moi je trouve que le travail que vous faites est remarquable et vraiment, voilà, je trouve ça très bien, mais c'est des gens qui viennent de manière spontanée. La question, c'est comment on touche des gens qui pourraient bénéficier de ça, mais qui ne l'identifient pas forcément, sans devenir complètement normatif non plus. Parce que c'est aussi un des enjeux, quand on dit, en fait, les gens ont des modes sains, c'est un peu comme le bingo tout à l'heure, on était tellement contents d'avoir les bonnes réponses, on est toujours tellement contents d'avoir les bons comportements, mais qu'est-ce qu'on fait aussi, et comment on fait, nous, et avec nos proches, enfin pas seulement, voilà, moi je n'interviens pas professionnellement auprès des gens, mais j'ai des parents qui vieillissent, voilà. Comment on fait en fait pour accepter leurs choix, qui ne sont pas forcément nos choix, qui ne sont pas forcément des choix optimaux, ni pour eux, ni pour la collectivité. Enfin, voilà, je pense que c'est aussi ces éléments-là qu'on doit se poser en tant que professionnel, en tant qu'organisation qui cherche d'une certaine manière, parce que voilà, les finances sont ce qu'elles sont et les moyens sont limités, à optimiser en fait ces questions de prévention. Comment on fait pour pas tous vivre la même vie, bien rangés sous tous les côtés, et comment on fait pour accueillir en fait ce qui fait le prix de la vie et qui est un peu différent pour chacun, et comment on le tolère en fait
pour les autres que nous.